Le Covid-19 a fait mettre en avant le télétravail dans de nombreuses entreprises et au niveau mondial. C'est quelque chose d'absolument nouveau que certaines entreprises découvrent, que d'autres maîtrisaient déjà parce qu'ils avaient beaucoup de personnes en télétravail. Mais la question moi que je me pose, c'est est-ce que l'absence de télétravail en entreprise pré-Covid-19 et surtout post-Covid-19 va être un facteur de médiocrité de ces entreprises? Alors on peut juger que le ton est peut-être un petit peu extrême, mais vous allez voir que c'est pas forcément le cas, je pense. Alors, moi, ma question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que la culture du présentiel fera de vous des médiocres? Alors, évidemment, on va me dire, oui, c'est bien, travailler dans l'Internet. Évidemment, c'est un propos qui est quand même plutôt limité au métier du savoir, mais je dirais, et encore. Je vais vous donner un exemple très simple. On va parler d'artisanat agroalimentaire. Donc, bon, c'est la société de ma femme, hein, Noix de Choco, qui est une société purement artisanale de fabrication de pâtes à tartiner artisanales. Eh bien, toute la partie communication et marketing se fait uniquement par Internet, puisque une partie des packagings sont faits à Rio de Janeiro au Brésil, tandis que toute la production et le marketing sont faits en France. Donc vous voyez, on peut travailler dans les métiers de l'artisanat totalement à distance, puisque ma femme enfin, elle a un bureau, mais elle n'y a jamais mis les pieds, donc voilà, elle n'a pas besoin de bureau. La plupart que vous voyez là, des designs, des packaging, par exemple ce genre de choses-là, que vous voyez ici à gauche, c'est fait uniquement avec un iPad. Vous avez maintenant des systèmes comme Adobe Spark, voilà, qui est ici. Alors vous avez Adobe Spark Post, Page, je sais plus quoi. Ça vous permet de faire des petites vidéos, des images, etc. Donc vous pouvez commencer avec un simple iPad à manager tout le packaging de votre petite PME artisanale, par exemple dans des domaines comme l'agroalimentaire. Donc certains pans de métier, même de l'artisanat, peuvent être totalement faits en remote avec des personnes qui travaillent partout autour du monde. Bon, évidemment, c'est quand même plus adapté à des métiers du savoir. Mais on verra que dans beaucoup de métiers du savoir, il y a une forte opposition au télétravail et qu'on aimerait retourner au présentiel. Alors, qu'est-ce que ça pose comme problème? Le premier problème, pour moi, c'est le recrutement. Si on veut qu'une entreprise soit dynamique, on va avoir besoin de recruter et de recruter des talents. Alors pour les personnes talentueuses, il y a une tension sur le marché de l'emploi. Ce sont des gens qui sont recherchés. Et donc quand on veut les recruter, ça pose problème, parce qu'il va falloir faire énormément d'efforts. Alors, justement, vous allez me dire, si je suis une petite ville ou la campagne, j'ai très forte envie, mais j'ai pas mon vivier de talent. Alors si vous faites du présentiel, c'est vrai. Imaginons, vous voulez vous mettre dans une ville de 5000 habitants, vous voulez lancer une entreprise spécialisée dans le big data, ça risque d'être assez compliqué. Mais je vous répondrai, si vous êtes dans une grande ville, si je prends l'exemple de Paris, vous avez un vivier de talent, certes, mais vous avez une concurrence telle que vous ne serez pas le seul à rechercher ces talents. Donc la solution de vouloir chercher près de chez soi quand on est une petite ville ne marche pas. Vouloir migrer dans une grande ville, ça ne fonctionne pas non plus. Donc c'est pas adapté. Alors souvent ce que j'entends c'est je trouve personne, pourtant j'ai passé une annonce. Alors on verra un peu plus tard pourquoi on ne peut pas travailler comme ça. Se limiter dans l'espace, c'est se limiter dans le talent. Et ça, c'est vraiment le gros problème. Voilà, si vous êtes ici dans votre petit précaré, vous êtes ici, eh bien vous allez vous limiter à quelques personnes. Donc ça va être très très compliqué de recruter. Alors que si vous avez décidé de lancer votre entreprise avec du télétravail massif, vous vous ouvrez au monde cette fois. Et donc quand vous cherchez des gens talentueux sur un marché tendu, vous avez capacité à trouver des gens de talent avec qui ça va vraiment bien fonctionner et qui vous allez pouvoir faire des choses de grande qualité. Il y a aussi un autre inconvénient à se limiter à son petit précaré qu'on a ici, c'est que maintenant qu'il y a le Covid-19, vous cherchez ces gens près de chez vous, mais ces gens commencent à se poser des questions. Pourquoi est-ce que j'irai pas travailler chez lui, qui est à Paris, chez lui qui est à Lyon, chez lui qui est à Marseille, chez lui qui est à où on veut? Par exemple, le groupe PSA, Peugeot Citroën, a communiqué il y a 2-3 jours que le télétravail allait devenir la norme, mais pas la norme juste pendant le Covid, la norme tout court. Donc pour tous les métiers qui ne sont pas des métiers de production, métiers de bureau, métiers du savoir, etc.,
le télétravail sera la norme. Donc une personne qui par exemple ici est à Rouen, qui est chassée par une personne qui est à Rouen, et j'habite à Rouen, donc pour information, pourrait se dire mais pourquoi j'irais pas travailler pour Peugeot? Pourquoi j'irais pas travailler pour une boîte à Marseille qui elle aussi va déployer le télétravail? Pourquoi j'irais pas dans des grands groupes pharmaceutiques dont les sièges sont à Lyon? Quitte à peut-être aller une fois par semaine, nous on a des trains Rouen-Lyon direct, par exemple le matin le soir, aller une journée par semaine à Lyon, par exemple le lundi, et tout le restant, télétravailler de chez moi. Donc cette tension locale est encore plus forte puisque avec le Covid-19, les salariés commencent à se poser des questions pour aller étendre, eux, leur horizon à beaucoup plus large. Alors si on est sur du full remote, alors là je dirais la limite c'est la maîtrise linguistique et les fuseaux horaires, c'est tout. Donc vous pouvez travailler en Belgique, vous pouvez travailler au Luxembourg, vous pouvez travailler dans énormément de pays d'Afrique qui sont sur les mêmes fuseaux horaires que vous, en Espagne, en Italie, en Norvège, en Finlande, la limite, si vous êtes à deux... D'ailleurs certaines annonces précisent, on recrute des gens à plus ou moins 2 heures de différence par rapport à nos fuseaux horaires. C'est ça le critère qui commence à arriver. Donc ça va être compliqué, de plus en plus compliqué pour vous de recruter en local, parce que vous avez peu de personnes, de talent, et en plus ces personnes commencent à regarder bien au-delà de leur limite locale. Alors comme je vous l'ai dit, PSA, donc le télétravail devient la norme, Twitter, le télétravail par défaut aussi. Et puis qu'est-ce qui va se passer sur les employeurs qui chassent sur les mêmes talents que vous, qui eux acceptent le full remote? Eh bien vous allez perdre. Vous allez être en concurrence avec ces personnes-là. Et alors j'ai fait une petite erreur. C'est ici plutôt. Mince. Je vais y arriver. Non, moi je vais pas y arriver. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Vos concurrents, eux, vont peut-être offrir de full remote. Alors d'un seul coup, imaginez, vous avez un salarié, même chez vous, vous voulez recruter. Vous avez un salarié chez vous, et vos concurrents chassent vos salariés. Eh bien la clause de non-concurrence, ça va commencer à être plus compliqué à défendre, parce qu'une clause de non-concurrence, c'est dans la durée, dans l'espace et dans le secteur d'activité. Si votre concurrent, par exemple, est à 500 km de vous, il y a pas si on prend la notion pré-Covid non full remote du travail, eh bien vous allez travailler à 500 km de différence par rapport à votre employeur actuel. Donc il n'y a pas la clause de non-concurrence, ne sera pas forcément, tout en restant chez vous. Donc d'un seul coup, l'univers de la clause de non-concurrence est en train d'exploser, je trouve, avec le travail en full remote. Donc si vous êtes par exemple à Rouen, je vais prendre l'exemple, et que vous voulez travailler pour un concurrent qui est à Lyon ou à Marseille, et que votre clause de non-concurrence interdisait Paris, parce qu'avant on réfléchissait en termes de temps de transport, de train, etc., donc 200 km par exemple, et bien d'un seul coup vous pouvez travailler pour le concurrent qui se trouve à Lyon, qui se trouve à Marseille, qui se trouve... Lille, ça sera peut-être un peu court, ou en Belgique, ou au Luxembourg, voilà. Donc là aussi, ça va devenir compliqué. Alors, je vais revenir aussi, c'est pas lié au télétravail, mais au full remote et tout ça, mais le je trouve personne, pourtant j'ai passé une annonce. Recruter, c'est pas ça. Recruter, c'est pas simplement passer une annonce disant nous sommes les plus beaux, on s'auto-congratule pendant 2 paragraphes en expliquant notre métier qui n'intéresse absolument personne. Recruter, c'est séduire, surtout sur des marchés en tension. C'est pas juste une offre, balancer une offre qui n'intéresse pas les candidats. Et là, il est temps que les entreprises se mettent à ce qu'on appelle la marque employeur. Alors pour simplifier, la marque employeur, c'est marketer ses RH, ses recrutements. C'est-à-dire c'est transformer ces RH en un produit qui rencontre une clientèle, des personnes qui vont venir postuler chez nous. Simplement balancer une annonce, vous êtes mort, parce que les autres, eux, vont aller bien plus loin que ça. Par exemple, dans la technique, je vous recommande Welcome to the Jungle, qui produit justement des sites spécialisés dans le recrutement, qui vraiment apportent une dimension mais x10 par rapport à une annonce copier-coller, absolument pas du tout séduisante. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, t'es gentil, mais nous, on ne recherche pas des collaborateurs de talent, on recherche des gens moyens ou des gens sans talent. Alors là, j'ai déjà discuté dans une vidéo. Si vous recherchez des gens moyens ou des gens sans talent, vous allez proposer des offres, des produits, des services moyens et sans talent. Dans un univers qui est de plus en plus concurrentiel, est-ce que vous pensez que votre offre qui est plus chère que le concurrent, qui est moins sexy, qui propose une expérience utilisateur bien inférieure, un service client catastrophique, est-ce que vous pensez que vous allez survivre par rapport à ceux justement qui vont investir
Alors investir en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie, dans des collaborateurs, des collaboratrices qui vont faire que leur produit sera moins cher, plus pertinent, sexy, avec un suivi client extraordinaire, une expérience utilisateur, une expérience client extraordinaire, vous allez mourir. Et aussi une chose, et ça le Covid, je pense à l'autonomie qu'a apporté le télétravail dans certaines entreprises, a réveillé un peu les esprits, c'est que les talents n'ont plus envie d'être infantilisés. Vous avez quand même des gens qui sont bons, qui sont surdiplômés, qui passent des bacs plus 4, des bacs plus 5, des bacs plus 6, etc. Et à qui on s'entend dire par un manager qui souvent ne comprend même pas le métier qu'ils font, dit Coco, il faudrait remplir ton Excel de Tétrac 5 jours avant, sinon je ne peux pas te le valider. Je pense que quand on arrive à ce niveau d'expertise, ce niveau d'intelligence et ce niveau d'autonomie surtout, franchement, on mérite mieux que ça, on n'est pas des enfants de 5 ans. Donc ça, il faut arrêter ce genre de choses. Je pense que va y avoir le retour en entreprise va faire mal. Soit les entreprises vont rien changer et ça va créer une frustration parce que les gens ont goûté à l'autonomie et ont goûté à la perte d'infantilisation qu'on a dans certaines entreprises, soit ça va changer dans certaines entreprises et donc celles qui vont pas changer risquent de perdre certaines personnes qui rentrent dans des entreprises où on prend les gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens autonomes, responsables et intelligents et pas des gens qu'on a besoin d'infantiliser avec des managers. Ce qu'on entend aussi souvent, c'est que le travail c'est un cadeau. Non, le télétravail par contre c'est un cadeau. Non, le télétravail n'est pas un cadeau. On le voit bien pendant le Covid. Qui est-ce qui a gagné le plus? Ce sont les entreprises, puisque certains services, certaines entreprises ont pu en une journée, en 2 jours, certaines presque immédiatement, continuer l'activité sans aucune perte de productivité et de qualité. Bien ça, c'est merci le télétravail d'avoir permis de mettre en place des gens autonomes, des processus et la capacité à travailler à distance. Ceux qui ont lutté contre le télétravail pendant des années, je pense, s'en mordent vraiment les doigts. Aussi une chose, souvent les entreprises ne veulent pas télétravail, mais énormément d'entreprises ne savent pas télétravailler. Pourquoi? Parce que pour eux, télétravailler, c'est juste, on fait comme d'habitude, mais de chez soi. C'est un peu comme dire que la nourriture végétarienne, par exemple, c'est on enlève la viande et c'est tout. Ouais, bah, ça donne des gens en carence qui finissent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de protéines et qui manquent d'autres éléments pour se nourrir. Non, c'est pas ça. Le télétravail, ce n'est pas juste déplacer chez soi la mauvaise façon qu'on avait de travailler en entreprise. Je pense que je ferai une vidéo juste sur ce sujet-là. Parce que moi, dans la précédente entreprise, j'étais à 95% télétravail. C'est-à-dire, je faisais une réunion le lundi matin parce que mon patron estimait qu'il avait besoin de voir les gens. Mais après, tout le restant de la semaine, j'étais en totale autonomie. Je dirais même en totale autonomie chez moi. C'est-à-dire j'étais chez moi et on se revoyait que le lundi suivant la plupart du temps. C'est-à-dire je ne le voyais pas de la semaine. Je savais ce que j'avais à faire, je savais ce que les équipes avaient à faire et on travaillait en totale autonomie. Donc c'est quelque chose que je maîtrise quand même pas trop mal maintenant. Alors, le management. Souvent l'opposition au télétravail vient du management. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise vision de ce qu'est le management. Le management, c'est pas savoir mieux, plus et mieux que son équipe. Non, ça c'est ce qu'on appelle du micromanagement. C'est l'équipe qui sait, le manager, il n'est pas là pour ça. C'est pas contrôler pour contrôler. Ça aussi, on l'a souvent, le manager est là pour contrôler. Non, c'est pas son job. Et c'est encore moins infantilisé. Ça aussi, c'est pareil. Beaucoup d'entreprises infantilisent leur personnel et sur des personnes de forte autonomie et de haut niveau, ça va clasher, je pense, après le retour post-Covid-19. Pour moi, c'est pas ça le management. Pour moi, le management, c'est donner une vision claire de la stratégie et de la tactique de l'entreprise. Ça permet d'aligner les gens. Et ça permet de jouer aussi la transparence. C'est de lister clairement chaque mission. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois, en hiérarchisant les missions, en donnant les critères de validation. C'est pas simplement dire oui, il faudrait faire ça, c'est dire il faudrait faire ça jusqu'à telle périmétrie et j'estime que la tâche est done, est finalisée. On adore le definition of done en informatique. Elle est OK, elle est validée quand les critères suivants sont remplis.
Et c'est aussi un autre élément, c'est de prendre les coups pour l'équipe et surtout pas descendre la pression de la top hiérarchie sur son équipe et puis s'en laver les mains. Ça, c'est la pire des choses. Donc, l'opposition souvent du management vis-à-vis du télétravail, c'est qu'on est sur encore le bon vieux commandant de contrôle du manager qui sait tout et qui a besoin de tout vérifier et qui infantilise son équipe. Donc là, forcément, avec une logique comme ça, le télétravail, on n'en veut pas. Si on est sur une vision différente du management, le télétravail sera voulu, ou en tout cas ne posera aucun problème. Alors, justement, on l'a vu actuellement avec le Covid-19 qui est arrivé. Quand on a des entreprises, les entreprises ont dû faire preuve de robustesse et de résilience avec le Covid, mais cette robustesse et cette résilience, elle ne s'obtient qu'avec des équipes autonomes. Et toutes les entreprises qui se sont opposées au télétravail étaient souvent dans des cultures de command and control, d'infantilisation et de non-autonomie des équipes. Et je pense qu'actuellement, ça fait très mal chez eux. Alors, on parle du télétravail disant oui, le télétravail, on est contre le télétravail, etc. Mais le problème est beaucoup plus large. Le problème du télétravail, on le voit bien avec les équipes non colocalisées. Pour moi, le télétravail ce n'est qu'une petite partie de l'iceberg de la gestion d'équipe. Il faut savoir quand même que le travail en monosite, à part si vous êtes une entreprise de 3 personnes dans le même bureau, est en train de disparaître. On se retrouve maintenant sur des équipes distribuées qui sont sur des multisites. On peut avoir des ouvertures d'agences, on peut avoir des filiales. Bref, le modèle de l'entreprise où on est tout seul dans un même bureau, c'est fini. Maintenant, on se retrouve éparse sur différents sites physiques. Donc l'unité de site, la colocalisation des équipes, en disant j'ai besoin de voir les équipes, j'ai besoin que tout le monde soit dans la même entreprise, dans la même pièce, dans le même bureau, dans le même bâtiment, c'est fini, c'est faux. Maintenant on se retrouve avec ce genre de choses où pour un projet, puisqu'on travaille de plus en plus en projet, on peut se retrouver avec une partie des équipes par exemple qui sont à Lyon, une partie qui sont à Lille, je sais plus s'il y a à Lille, une partie qui se retrouve en Corse, tiens par exemple, voilà. À Bastia, par exemple. D'ailleurs, si j'enlève Lille et je mets Rouen, et que je rajoute Nice, ça me donne le moteur de recherche Compte, qui a ses équipes qui sont... Non, ils sont pas à Lyon, ils sont à Rouen, ils sont à Bastia, je crois, ils sont à Nice, et ils sont à Paris. Donc ils sont, vous voyez, sur 4 villes différentes. Donc le lieu n'est plus unique. Donc, si on travaille à son bureau, au domicile, j'irais presque même en salle de sport, puisqu'on est sur des lieux différents, la notion de besoin d'être au bureau est pas mal écornée. Quelle valeur ça apportera si je me retrouve ici et que j'ai besoin de travailler avec ces personnes-là? De toute façon, je vais travailler en distanciel, je vais travailler des outils de télétravail. Je vais faire de la vidéoconférence, je vais faire du partage d'écran, je vais travailler comme si que je sois au bureau ou chez moi, ça ne changera strictement rien. D'ailleurs, il y a une très bonne définition, je trouve, d'Emmanuel Diaz, qui est le patron de la société Emakina, qui a des salariés, je crois, à peu près partout dans le monde. Hein. Il a dit lors d'une conférence, dans un meet-up lors du Covid-19, c'est que le travail n'est pas un lieu. Voilà. Ça, c'est une notion qui a existé pendant la révolution industrielle, où il fallait réunir des ouvriers dans un même lieu pour pouvoir produire un bien, mais on voit bien que cette notion-là est en train totalement de disparaître. Donc, travailler en non colocalisé, on ne peut pas avoir d'informel, on ne peut pas bricoler, il faut de la rigueur dans les process. Pas de process à la con, mais ça je dirais, c'est pas une question de localisation, c'est une question générale. Il faut une totale transparence et de clarté sur les objectifs, les missions et les critères de validation. Si on n'a pas ça, si on n'a pas les personnes en face de soi, on peut plus se baser sur l'informel et sur le bricolage, et forcément ça échoue, ça va être très compliqué, on va passer des heures en réunion de synchronisation, ça ne sera pas vraiment ce qu'on a demandé. Les conditions, c'est ça. Et ces conditions-là, on voit bien, ce sont les mêmes qu'on soit en télétravail, pour une entreprise où tout le monde est dans le même bureau et sur des équipes non colocalisées, donc éparses sur plusieurs sites.
Alors, il y a aussi un avantage à ce qu'on appelle le remote force, c'est-à-dire penser tout par rapport au télétravail ou au distanciel, c'est que ça améliore aussi le travail en présentiel. En effet, si vous avez des processus qui sont normalisés, si vous arrêtez l'informel, si tout est bien clair, tout est bien formalisé, ça marche très bien en distance, mais quand vous êtes dans le bureau aussi, ça évite les «Ah, je sais pas où on en est, il faut que je fasse des synchros avec machin, j'avais pas compris ça comme ça, etc.» Tout est prêt, tout est processé, alors processé, mais de manière à apporter de la valeur, non faire du process pour le process, et donc tout fonctionne bien mieux aussi en local, en présentiel. Alors, si on va aussi plus loin, une entreprise, c'est plus l'entreprise toute seule qui produit tout toute seule, c'est fini. Maintenant, de plus en plus de prestataires et de fournisseurs. Et bien là, on est ici dans les mêmes conditions. Si on va avoir des prestataires qui apportent une compétence précise et on a besoin d'être de plus en plus innovants, qui permettent d'absorber un pic d'activité, si on veut une intégration rapide et multiplier des collaborations sur des points de plus en plus précis et pertinents, c'est-à-dire tout le temps, dès qu'on a une petite amélioration à faire, c'est trouver les personnes les plus pertinentes pour ça, eh bien il faut des processus clairs et écrits, il faut du formalisme métier de bout en bout. Sinon, on va passer beaucoup de temps à intégrer ces prestataires. Donc on voit bien que une entreprise qui est très claire sur sa stratégie, sur ses process, où tout est formalisé, elle avance bien mieux aussi avec ses prestataires. Et pareil sur ses fournisseurs, il faut se voir, donc ça c'est une limitation dans le temps et dans l'espace. Il faut donc voyager, temps perdu, ça coûte de l'argent, du temps, et ça fait une perte de réactivité. Donc c'est une perte concurrentielle parce que pendant ce temps-là, les concurrents, eux, arrivent à travailler avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde, parfois avec des relais locaux, hein, mais vont aller plus vite que vous. Donc le challenge de travailler avec des fournisseurs, c'est de travailler avec des équipes éparses et surtout avec des cultures différentes. Là aussi, on pourrait parler beaucoup de la relation avec les fournisseurs, je pourrais même faire une vidéo là-dessus. Donc cette façon d'approcher l'entreprise va aussi améliorer le travail par rapport aux fournisseurs. Je vais donner l'exemple d'une petite boîte. Maintenant, ils sont 15, mais au départ, ils étaient beaucoup moins que ça. Ils font des carnets. Alors moi, j'adore les carnets. J'ai beau travailler en informatique, j'adore les stylos, les carnets en cuir de très bonne qualité. Paper Republic, c'est une petite entreprise. Bon, maintenant, ils ont bien grossi, mais c'est une entreprise qui travaille avec plusieurs pays. Le carnet sont produits en Autriche. Le papier est suédois, le cuir est italien et les élastiques pour les carnets sont français. Donc si on veut produire un produit qui vraiment est très bon, moi je le trouve très bon, alors c'est pas du placement produit, je l'ai payé mon carnet, je paye tous mes carnets, mais il faut être très précis, très processé avec ses fournisseurs. Donc vous voyez qu'une petite PME, une TPE même, peut arriver à travailler sur 3, 4, 5, 6 pays et, pour pouvoir produire quelque chose de très grande qualité. Et pour ça, eh bien, la notion d'unité d'espace, de présentiel, en prend aussi là un sacré coup. D'ailleurs, dans une interview du fondateur, on lui demandait quelles étaient ses journées type. Il disait, avant 9h, je sais pas, j'emmène mes enfants à l'école, et après 16h, 3 jours sur 5, je sais pas, je vais chercher mes enfants à l'école, donc je sais pas ce qui se passe dans l'entreprise. C'est écrit noir sur blanc, et pourtant l'entreprise fonctionne très bien. Donc ces équipes sont assez autonomes pour savoir ce qu'elles ont à faire, elles n'ont pas besoin de lui. Justement, si on étendait encore un petit peu le scope, je vais vous donne un exemple. Vous savez qu'on a le Covid-19 actuellement. Et Quentin Adam, qui est le PDG de Clever Cloud. Alors Clever Cloud, c'est une société, je vais simplifier, mais qui fait de l'hébergement, qui est une entreprise qui est actuellement en pleine croissance. Alors pour deux raisons. C'est qu'elle est en croissance tout court parce que c'est une société qui propose un très bon produit. Et avec le Covid-19, on n'a jamais eu autant besoin d'infrastructures informatiques. Eh bien, Quentin Adam a décidé, il y a un mois et demi, d'investir tout son temps pour fabriquer un respirateur open source pour pouvoir trouver des solutions de respirateurs dans les hôpitaux. C'est pas son métier du tout, mais surtout le fait important, c'est que pendant un mois et demi, le PDG de l'entreprise, Quentin Adam, n'a pas été dans l'entreprise. Il a été absent. Il a travaillé entre 15 et 20 heures par jour sur ce respirateur. Et grossièrement, parfois, il arrivait à donner 1 heure de son temps pour faire des points avec ses équipes et c'est tout. C'est-à-dire que pendant un mois et demi, l'entreprise a pratiquement fonctionné en totale autonomie, alors qu'en plus, elle doit absorber une croissance. Donc on voit bien que, et il l'a dit d'ailleurs, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit très, très processé, très formalisé. C'est un grand malade du process, mais moi je partage sa façon de faire et je suis assez comme lui là-dessus. Si c'est bien processé, si c'est bien documenté, si c'est clair, on peut être absent, l'entreprise tourne et tourne tout aussi bien et même elle peut absorber de la croissance. Donc, votre job, si vous êtes fondateur d'une entreprise, fondatrice ou manager, est-ce que c'est pas autonomiser vos équipes, leur donner de l'autonomie pour vous rendre non indispensable? Je vous laisse méditer là-dessus.